Hello my people, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu t'intéresses à l'univers de la beauté et que tu souhaiterais lancer ta marque dans des domaines comme le maquillage, les soins de la peau, du visage, du corps, le parfum, les soins pour bébé et autres, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je te propose une masterclass de plus de 45 minutes qui te montre comment réussir dans l'univers de la beauté. Dans cette masterclass, tu découvriras comment faire une veille concurrentielle efficace de ton marché, comment trouver les bonnes tendances qui fonctionnent, comment créer des produits cosmétiques efficaces, comment trouver et sélectionner les meilleurs labos pour t'accompagner de A à Z dans ton projet, comment trouver et fidéliser tes premiers clients et enfin, comment trouver des distributeurs et des revendeurs pour mettre en avant ta marque et tes produits. Si tu souhaites réellement évoluer dans ce domaine qui est la beauté et créer une marque et des produits qui cartonnent, reste bien jusqu'à la fin de cette masterclass. On va commencer tout de suite. Je te prie de t'installer. C'est parti. Alors là, on va se retrouver sur mon écran pour que je puisse vous montrer la formation. Donc, vous allez voir directement mon écran. On va regarder donc comment, dans cette masterclass, comment réussir dans l'industrie de la beauté. On va voir les 7 étapes clés pour lancer votre marque de A à Z. Donc, on va vraiment parler de tout le processus, c'est-à-dire de l'idée que vous avez jusqu'à la vente et la distribution de votre produit. Donc, il y a 7 étapes, comme je vous disais précédemment. Donc, la première, c'est la base, hein, c'est faire une veille sur votre marché, connaître les tendances. Ensuite, on va voir comment financer le lancement et le développement de votre marque cosmétique. Créer des produits cosmétiques efficaces dont tout le monde parle. Ensuite, comment packager votre produit. Là, on est dans l'univers de la beauté, donc c'est le visuel qui compte énormément. Donc, il faut mettre pas mal de temps à concevoir quelque chose qui soit impactant. Ensuite, on va parler des autorisations indispensables pour commercialiser votre marque, peu importe le secteur où vous souhaitez vendre vos produits. Comment trouver et fidéliser vos premiers clients. Comment établir des partenariats avec des distributeurs et des revendeurs, que ce soit en ligne ou en omnicanal. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas et que tu me découvres à travers cette vidéo, juste pour me présenter, donc moi je suis Paul, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs, c'est une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe et à créer, développer des produits qui cartonnent de A à Z. C'est-à-dire qu'on les accompagne vraiment de l'idée jusqu'à la matérialisation et la vente de leurs produits. Et on a accompagné plus d'une trentaine de clients depuis notre création en 2022. Donc, on va commencer par le premier chapitre, c'est la veille et les tendances. Comment faire une bonne veille et regarder quelles sont les tendances pour lancer votre marque. Parce que si vous ne faites pas une bonne veille, vous ne regardez pas comment se comporte le marché, comment sont les tendances, bah là, tout de suite, ça va être très difficile de lancer quelque chose qui dure. Donc, les 3 choses à faire, donc, dans un premier temps, c'est faire une veille concurrentielle efficace. Donc, comment on fait une veille concurrentielle de manière efficace? La première chose à faire, c'est suivre les marques concurrentes sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez déjà trouvé votre segment où vous souhaitez vous lancer, suivez les marques concurrentes qui sont déjà sur les réseaux, qui ont déjà lancé leur marque, qui ont déjà des clients. Regardez ce qu'ils font, abonnez-vous à leur compte, regardez ce qui se fait sur Facebook, Twitter, LinkedIn, suivez-les. Vous devez regarder tous les jours ou quasiment toutes les semaines ce qu'ils font. Ensuite, vous devez analyser leur site web et les blogs. Qu'est-ce qui fait en sorte que leur site web est attractif? Qu'est-ce qui fait en sorte que leur blog est attractif? Qu'est-ce qui fait en sorte que il y a plus de trafic sur leur site internet? Est-ce que ils font leur SEO est très bon? Est-ce que leur SEO est très bon? Est-ce qu'ils font énormément de pubs? Ça, vous devez également regarder ce genre de choses-là. Ensuite, vous devez utiliser les outils de surveillance en ligne. D'accord? Des outils comme SEMrush, Ahref ou SimilarWeb peuvent vous aider à surveiller les trafics des sites en ligne. Donc, ça vous permet au moins de voir comment ces sites-là sont fréquentés. Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic dessus ou pas? Toujours sur votre concurrent. Donc là, on est sur la partie concurrent, donc n'hésitez pas à les regarder. Des fois, rien ne sert d'inventer la roue. On se dit, on va pas faire la même chose, on va pas regarder ce que les concurrents font. C'est faux. Il faut regarder ce que les concurrents font parce qu'en fonction de ce que vous découvrez, c'est à ce moment-là que vous allez savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ceux qui ne sont pas capables de bien faire, il va falloir que vous puissiez le reproduire pour votre marque. Et ensuite, dernière chose, sortez de chez vous, participez à des événements de votre industrie. Si vous êtes dans l'industrie de la beauté, allez
il y a énormément de salons dans l'industrie de la beauté qui se font quasiment tous les mois. Donc, n'hésitez pas à participer à ces événements-là, peu importe votre région. Pareil, il y a des salons à Lyon, il y a des salons enfin, dans toutes les villes françaises ou même européennes. D'accord. Parfois, il y a des salons en Europe. N'hésitez pas à y aller. Ça vous permet de voir les différentes tendances. Ensuite, deuxième pan que vous devez faire pour faire une bonne veille des tendances, c'est comprendre le marché grâce à la veille sectorielle, c'est-à-dire la veille de votre secteur d'activité. Juste avant, on a vu la veille de vos concurrents. Là, il faut regarder la veille de votre secteur d'activité. Donc, la première chose sur ce point-là que vous devez regarder, c'est lire les publications spécialisées. Il faut énormément se documenter. Et ça, c'est la faiblesse aussi des jeunes entrepreneurs qui se lancent. C'est qu'on regarde uniquement Instagram, les réseaux sociaux et on regarde pas les blogs, on regarde pas les revues spécialisées. Il y a énormément de pépites dans les revues spécialisées, ça je vous assure. Donc, n'hésitez pas à regarder vraiment les revues spécialisées pour savoir ce qui se fait, quelles sont les tendances et ce que vous devez prendre, vous, pour créer vos produits. Vous devez suivre les rapports de marché. Par exemple, des gens comme des instituts, Statista, Euromonitor, Nielsen, etc., qui donnent énormément de statistiques sur les marchés. Vous devez regarder aussi pour savoir comment est votre marché. Est-ce que c'est un marché qui est plutôt haussier, c'est un marché qui est stable, c'est un marché qui est en décroissance. Donc, ce sont des choses que vous devez prendre en compte avant de vous lancer et en faisant votre veille sur le marché. Ensuite, vous devez rejoindre des groupes professionnels autant que possible. Donc, adhérer à des associations professionnelles de l'industrie, aller faire des networking, aller regarder par exemple la Cosmetic Valley, qui est une grande association européenne avec plein d'entreprises dedans, énormément de fournisseurs de la beauté. Donc n'hésitez pas à adhérer à ces associations-là. Parfois, ça coûte pas extrêmement cher, mais ça va vous apporter énormément parce que lors de leurs réunions, ceux qui y sont partagent pas mal d'informations. Il n'y a pas de rétention d'informations. On partage pas mal d'informations, donc ça vous permettra de vous informer, de prendre des tips de ceux qui ont déjà réussi, ceux qui sont déjà dans le marché, et ensuite de les appliquer pour votre propre marque. Dernière partie de cette première partie veille et tendance, ça va être les outils qui vont vous aider dans votre veille. D'accord, les outils qui vont vous aider dans votre veille. Donc, premier outil, vous avez Google Alert que vous pouvez configurer et qui va vous donner des alertes sur les mots-clés qui sont pertinents par rapport à votre secteur d'activité, vos concurrents et les tendances de la cosmétique et de la beauté, par exemple. Vous avez un autre outil qui s'appelle Feedly. Donc, ça vous permet de suivre les flux des sites internet, des sites web, des blogs, des publications de vos concurrents et de certaines catégories. Trend Hunter, ça c'est pour regarder les différentes trends, d'accord, les différentes tendances, pour découvrir les tendances qui émergent dans l'industrie de la cosmétique grâce à une analyse des comportements des consommateurs. Donc ça, c'est vraiment directement par rapport au comportement des consommateurs. Ensuite, vous avez Pinterest, TikTok, Facebook et tous les différents réseaux sociaux où il y a la plupart des tendances qui y passent. Donc, si vous passez pas mal de temps dessus, vous aurez déjà ce qui se passe. Donc, si vous avez vraiment fait ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, le premier chapitre, donc tout ce qu'on a vu dans les 3 slides, la partie veille et tendance, vous allez vraiment être largement au-dessus des 90% de personnes qui souhaitent se lancer sur le marché de la beauté en même temps que vous. Donc, prenez vraiment le temps de faire toutes ces analyses-là, toutes ces veilles, toutes ces surveillances-là, et vous allez voir que ça va vous apporter des informations incroyables qui vous permettront de vous démarquer plus tard sur le marché. Maintenant, on va passer au second chapitre, donc comment financer le lancement de votre marque. Ça va être très important, mais la première chose à faire sur cette partie-là, c'est bien évidemment évaluer les besoins financiers dont vous aurez besoin pour ce projet-là, pour cette marque. Et ensuite, lorsque vous aurez évalué les besoins, à proprement parler, allez chercher de l'argent concrètement par les différents leviers qu'on va voir dans les prochains slides. Évaluation des besoins financiers. Donc, première chose à faire, donc évaluer précisément vos besoins. Donc, est-ce que vous devez faire pour évaluer au moins à 95% votre budget, c'est de découper en fait tout le processus de création, lancement de votre marque par petits bouts. D'accord? Découper vraiment les étapes par micro-étapes
et de vous dire à chaque étape, j'aurai besoin de combien. D'accord? À chaque étape, j'aurai besoin de quel interlocuteur. Combien de temps ça va me prendre et combien de temps cette personne-là facture. Combien ça va me coûter. Et puis, vous allez faire la somme de toutes ces micro-étapes-là. Vous allez arriver à un besoin, à un montant. Et là, ça pourra vous faire déjà, vous saurez déjà de combien vous avez besoin pour lancer votre projet. Et ensuite, établissez un budget détaillé ou un business plan. Appelez-le comme vous voulez. Pour moi, faire un business plan totalement complet de A à Z, parfois, c'est pas nécessaire parce que vous êtes au tout début. Mais en tout cas, allez prendre des tarifs de tout le monde. Et ensuite, derrière, lorsque vous avez la plupart, au moins 90% des tarifs, vous pourrez faire un business plan que vous pourrez par la suite présenter, par exemple, à un organisme pour avoir des financements. Mais dès le départ, pas besoin de faire un grand business plan qui va vous prendre énormément de temps. Non, c'est pas nécessaire. Mais en tout cas, évaluez précisément les besoins en faisant des micro-étapes, en chiffrant ces micro-étapes-là. Et ensuite, vous allez faire la somme. Et derrière, faites un plan de financement, un budget détaillé pour chaque étape pour connaître de combien vous avez besoin. Ensuite, vous allez passer à la recherche des sources de financement. Maintenant que vous savez, par exemple, que vous avez besoin de 10 000 euros pour lancer votre marque, pour lancer votre nouveau produit de beauté, comment vous allez le financer? Comment vous allez trouver de l'argent? La première et la plus facile, et ce qu'on recommande généralement, c'est financement perso. Donc là, financement perso, c'est votre argent, votre épargne, et tout ce que vous avez économisé pour lancer votre projet, parce que bien évidemment, on ne lance pas un projet du jour au lendemain. C'est peut-être quelque chose auquel vous pensez depuis 2 ans et que vous mettez de côté pour. En tout cas, si vous l'avez fait, je vous félicite pour. Si vous ne l'avez pas fait, c'est dommage. Là, il faut commencer à le faire parce que personne ne vous financera tant que vous-même, vous n'aurez pas mis votre propre argent dedans. Parce que si vous n'êtes pas prêt à mettre votre propre argent dans votre projet, ben en fait, ça montre que vous n'y croyez pas et vous voulez qu'en fait, ce soit les autres qui prennent tous les risques. Il faut mettre vous-même votre argent dans votre projet avant d'attendre que quelqu'un le mette dans le vôtre. Le second levier pour aller chercher du financement, c'est du financement externe. Donc, vous allez soit chez les investisseurs privés, les capitaux investisseurs, les prêts bancaires, si vous avez un bon dossier, vous avez une entreprise, il faut monter un dossier. Vous avez souvent des concours, vous pouvez gagner des prix qui vous financent derrière et vous avez pas mal d'organisations qui peuvent également vous financer. Par contre, votre projet, il faut qu'il soit béton. D'accord, lancez pas un projet comme tout le monde où il faut vraiment que votre projet soit béton et derrière, vous aurez bien évidemment besoin, comme j'ai dit précédemment, d'un business plan. Ensuite, pensez au partenariat. D'accord, pensez au partenariat tout de suite, des partenariats stratégiques, potentiels avec des investisseurs, des fournisseurs, des distributeurs ou des marques. Par exemple, vous pouvez vous lancer avec une marque, un fournisseur, un laboratoire, et vous dites, bon ben, ok, tu me crées ce produit-là, et moi je te fais de la pub. Et moi, je t'apporte de l'affiliation chez chaque personne qui veut bosser chez toi. Je te fais de la pub sur ma marque, je dis que j'ai bossé avec toi. Ça peut être un levier également pour vous faire financer votre formule, pour vous faire financer votre produit. D'accord? Donc, pensez vraiment aussi aux affiliations avec les labos, avec des investisseurs, avec des organismes. Ils sont très friands de ça. Donc, c'est aussi un levier que vous pouvez prendre en compte pour lancer votre projet. Donc, voilà un peu sur la partie financement et comment financer votre marque. Donc, première étape, vraiment faire le point sur tout ce qui est besoin, de combien j'ai besoin. Et ensuite, derrière, regardez quelle source de financement dont vous avez besoin. Si vos parents peuvent vous aider, tant mieux. Si vos proches peuvent vous aider, tant mieux. Mais vous avez aussi des leviers externes que vous pouvez regarder. Prochaine étape, créer des produits cosmétiques efficaces et gérer le développement. D'accord? Parce que vous pouvez avoir un très bon business plan, vous pouvez avoir un très bon secteur. Le nerf de la guerre, c'est de créer un produit qui marche. C'est de créer un produit dont vos consommateurs soient contents. D'accord? Et pour ça, vous devez gérer le développement produit, ce qu'on appelle la partie développement produit avec tout ce qui est cahier des charges, manufacturing, fournisseurs, logistique, etc. Toute cette partie-là est très importante. Pour moi, c'est plus de 50% de la création d'un produit. On va le voir aujourd'hui. Si vous ne prêtez vraiment pas attention à cette partie-là, je peux vous dire que votre projet, vous allez le foirer, malheureusement. Donc, comment on crée des produits cosmétiques efficaces et comment on gère le développement de votre produit?
Dans un premier temps, on trouve et on sélectionne les bons partenaires. Ça, c'est la clé. D'accord? C'est la clé de votre projet. Si vous ne trouvez pas des bons partenaires, vous n'allez pas aller bien loin. Il faut trouver des partenaires qui soient efficaces, des partenaires sur qui vous pouvez compter, des partenaires qui vont vous conseiller, qui vont vous permettre d'améliorer vos produits. Sans ça, franchement, je ne garantis pas le succès de votre projet cosmétique ou projet de beauté. Et donc, pour identifier et trouver et sélectionner les bons partenaires, la première chose à faire, c'est d'identifier les besoins spécifiques. Donc, de quel type de partenaire vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un laboratoire? Est-ce que vous avez besoin d'une agence comme la boîte à fournisseurs pour vous accompagner? Est-ce que vous avez besoin d'un toxicologue? De quoi vous avez exactement besoin? Donc, vous déterminez les besoins de votre entreprise en matière de production, de logistique, en termes de capacité, qualité, délai et coût. Ensuite, vous devez faire une liste de fournisseurs potentiels. Donc ça, si vous n'avez pas de fournisseurs potentiels, on a ce qu'il vous faut à la fin de cette masterclass. On va vous proposer énormément de fournisseurs avec qui on travaille, que vous pouvez déjà contacter et qui peuvent vous aider. Donc, vous effectuez une recherche approfondie pour trouver les fournisseurs de production, de logistique. Et ensuite, vous faites une petite liste que vous contactez avec votre cahier des charges. Très important. Ensuite, après les avoir contactés, vous devez passer à l'évaluation des fournisseurs. Lorsque vous trouvez vos fournisseurs, vous allez faire ce qu'on appelle une shortlist. Et ensuite, vous allez évaluer ceux qui seraient susceptibles de travailler avec vous, ceux qui vont fitter avec votre projet, ceux qui sont capables de le faire en termes de qualité, de coût, de délai et qui rentrent dans votre budget. Et vous allez les évaluer. Donc, vous avez énormément de choses sur lesquelles vous pouvez les évaluer. Vous avez pas mal de critères que vous pouvez prendre en compte. Mais ça, on l'explique plus en détail dans nos formations également. Et ensuite, en quatrième point, vous devez sélectionner le meilleur. Mais pour sélectionner le meilleur, vous devez d'abord commander ce qu'on appelle des échantillons initiaux. D'accord? Si c'est de la beauté, généralement, n'importe quel fournisseur va vous donner des échantillons. D'accord? Ils ont souvent des échantillons. Si vous faites de la marque blanche, ou même si vous ne faites pas de la marque blanche, ils sont capables de vous envoyer des échantillons de produits qu'ils font déjà. Vous les testez, vous voyez le fournisseur qui a été le plus réactif, le produit qui pour vous se rapproche de ce que vous voulez faire. Et ensuite, par rapport à ça, vous sélectionnez le fournisseur qui fit exactement avec votre projet. Et donc là, vous avez trouvé et vous avez sélectionné le bon partenaire pour vous accompagner pour votre projet cosmétique. Second point à faire, second point à regarder sur ce chapitre-là, c'est comprendre et gérer le processus de développement. Parce que maintenant que vous avez trouvé votre fournisseur, il va falloir gérer tout le processus de développement de la sélection de votre fournisseur jusqu'à ce que votre produit sorte. D'accord? Et justement, si cette partie-là est très mal gérée, vous allez avoir du mal. Généralement, ce sera énergivore et vous allez lâcher. Ne lâchez surtout pas. Ce n'est pas facile cette étape parce que faut être derrière les fournisseurs parfois. Faut faire des réunions tout le temps. Faut aller les visiter. Donc, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, qui est fatigant, mais ne lâchez pas. Cette partie-là est très importante. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est mettre en place un calendrier détaillé avec le fournisseur que vous avez choisi. Donc, faut planifier tout le processus. Le fournisseur doit savoir vous dire, OK, on commence les études à telle date, on fait les premiers tests à telle date, on source les matières à telle date. Tout doit être dans un calendrier détaillé que vous devez suivre à la culotte avec lui lors de vos réunions généralement hebdomadaires ou bimensuelles. Communiquez régulièrement avec les fournisseurs. Donc, n'hésitez pas à les appeler, à aller les voir, à faire des calls avec eux pour savoir comment ça se passe, quels sont les points bloquants, quelles solutions ils ont prévues. Parce que si vous ne le faites pas, les fournisseurs, ils sont chargés, ils ont d'autres projets et c'est la personne qui met le plus la pression qui va avancer le plus rapidement. Mettez une pression, mais une pression saine. L'appelez pas tout le temps, l'engueulez pas. Non. Ça, ils n'aiment pas les gens comme ça. Ils n'aiment pas les entreprises comme ça. Appelez-les et mettez une pression saine. Montrez bien que vous êtes partenaire et vous voulez lancer votre projet au plus vite et que vous êtes avec eux dans cette démarche-là. Si ça ne fonctionne pas, vous êtes tous les deux dans le même bateau. Donc, veillez vraiment à avoir une communication régulière avec vos fournisseurs. Et ensuite, utilisez des outils de gestion de projet. Vous pouvez faire un Gantt, si vous êtes familier avec un Gantt.
Vous pouvez même faire un schéma sur Excel, hein. Ça se fait facilement sur Excel. Vous mettez une petite roadmap sur Excel que vous partagez avec le fournisseur. Mais généralement, pour vous faciliter les choses, demandez au fournisseur de vous envoyer le planning et après vous pourrez ajuster en fonction de ces outils. Parce que les fournisseurs, ils ont déjà ces outils-là. Si vous n'avez pas des moyens de payer ce type d'outils de suivi de projet, demandez-lui de faire ce suivi-là, de mettre en place ce calendrier, de vous l'envoyer. Ensuite, vous allez suivre directement avec son outil. Donc ça, c'est la partie comprendre et gérer le processus de développement. Et ensuite, la dernière partie de ce chapitre, très importante également, s'assurer de la qualité irréprochable de vos produits. Maintenant que vous avez suivi le projet et que le produit est en passe, prêt à être sorti, prêt à être testé et à être vendu, vous devez définir des normes de qualité. Définir des normes de qualité, c'est pas forcément quelque chose de super scientifique, d'accord? Je vais vous donner un exemple tout bête, vu qu'on est dans le monde de la beauté. Une norme de qualité, la norme de qualité, par exemple, pour un produit pour le visage, si vous faites un produit pour hydrater la peau, c'est d'être hydraté en moins de 10 jours. Ça, c'est une norme de qualité. D'avoir 20% d'hydratation que lorsque vous n'utilisiez pas mon produit. Donc, ce sont des normes comme ça que vous devez établir au préalable avec le fournisseur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que lorsque mon produit sorte, lorsque je vais le tester avec ma cible potentielle ou moi-même, je vais être sûr qu'il réponde exactement à ce que je veux. C'est ça la norme de qualité. D'accord? Donc, définissez des normes de qualité, définissez votre besoin avec le fournisseur dès le départ. Ensuite, vous devez mettre en place des contrôles qualité rigoureux à chaque étape de la production. Lorsqu'il fait une étape, généralement, ils sont habitués à cela. Lorsqu'ils font une étape, ils rajoutent un nouvel ingrédient, ils rajoutent un nouveau parfum. Refaites à chaque fois des contrôles avec le fournisseur pour savoir que vous êtes bien sur la bonne voie. Mais généralement, ils sont habitués. Demandez-leur juste de vous mettre dans la boucle lorsqu'ils font les contrôles. Et ensuite, derrière, vous allez pouvoir voir si vous êtes sur la bonne voie et si derrière, le produit est bien aussi qualitatif que vous le souhaitez. Et la dernière chose, ce sont les tests et les certifications. Lorsque le produit va être finalisé, il faudra mettre en place et faire des tests pour vérifier que le produit réponde bien aux normes et aux certifications européennes si vous êtes en Europe, américaines si vous voulez vendre aux États-Unis ou autres continents. Donc ça, c'est la dernière étape. Mais ça, les fournisseurs, ils ont des laboratoires, ils ont des partenaires qu'ils utilisent la plupart du temps. Et puis ça vous coûte moins cher en fait de passer par eux. Ils vont faire ces tests-là et ensuite vous pourrez vérifier si votre produit est conforme ou non. Donc voilà un petit peu sur cette partie-là comment créer un produit irréprochable, comment créer un produit de qualité qui plaise à vos clients et comment gérer aussi la partie développement de votre produit et la qualité. Donc veillez vraiment à prendre en compte ce que je vous donne dans ce chapitre-là, c'est très important, c'est une partie qui est clé. Comme je vous l'ai dit en début de masterclass, c'est quelque chose qui représente plus de 50% de votre projet. Si vous vous loupez sur cette étape-là, tout le reste que vous avez fait après, qu'on va voir après cette étape-là et ce que vous avez également fait avant, ne va servir strictement à rien. Donc là, on passe au quatrième chapitre, donc quatrième étape que vous devez faire pour lancer votre marque de beauté, votre produit de beauté de A à Z. Et c'est une étape qui concerne le packaging et l'emballage. Comme je vous l'ai dit précédemment au début de cette masterclass, sans un bon emballage, sans un packaging qui claque, personne ne va calculer votre produit. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Donc, vous devez avoir un packaging qui soit impactant. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions d'euros pour le faire. Vous pouvez faire de très bonnes choses simplement avec des matériaux simples. Juste choisir les bonnes couleurs, les couleurs qui vont ensemble, les bons messages sur votre packaging, les bonnes textures sur votre papier. Et là, vous allez voir que très facilement, vous allez pouvoir faire quelque chose qui fonctionne et qui attire vos consommateurs, que ce soit en physique ou sur les réseaux sociaux. Et donc, cette étape-là, comment on va faire? La première chose qu'on va faire, c'est rechercher des emballages. On va un peu utiliser le même process qu'on a fait pour les laboratoires juste avant. Rechercher, là, ce seront des fournisseurs d'emballage, de packaging. Ensuite, il va falloir designer un packaging qui soit attractif. Il y a des outils qui vous permettent de le faire.
Et ensuite, il va falloir créer des étiquettes qui soient en conformité avec vos produits. Ça, c'est de l'ordre légal, c'est obligatoire. Vous devez absolument concevoir des étiquettes qui permettent de savoir comment utiliser votre produit, comment le conserver, etc. Et on va le voir juste après dans ce slide. Donc, en premier lieu, recherche d'emballage. Donc, identifier, comme dans le chapitre précédent, des fournisseurs proposant des emballages adaptés à la nature et à la forme de votre produit, de votre marque, tout en tenant compte des contraintes réglementaires et environnementales. Après, tout dépend aussi du positionnement de votre marque. Si vous faites du recyclé, allez regarder chez des gens qui font du packaging recyclé. Si vous vous ne faites pas du recyclé, allez regarder les différents matériaux qui renvoient à votre positionnement. Si vous êtes dans un positionnement premium ou luxe, n'allez pas prendre du carton craft. Ça n'a aucun sens, d'accord? Personne ne va croire et vous n'allez pas attirer les consommateurs que vous voulez vraiment. Allez sur des fournisseurs qui font des emballages qui respectent votre positionnement et qui renvoient vraiment ce que vous voulez dégager. Ensuite, il y a le design. Vous devez concevoir un design, un emballage attrayant, cohérent avec l'image de votre marque. Ça, c'est très important. Ça renvoie à ce que je viens de vous dire. Si vous êtes dans le luxe, ne faites pas du craft, ne faites pas des écritures qui n'ont aucun sens. Utilisez des couleurs du luxe. Or, le noir, le blanc, ça, ce sont des couleurs du luxe. Et dans la cosmétique et la beauté, ça fonctionne énormément. Pour trouver des designers, c'est très facile. Vous avez des sites comme Upwork, vous avez Comop, anciennement 5euros.com, vous avez Fiverr. Là, vous pouvez trouver des designers qui sont très bons dans la cosmétique, qu'ils soient français ou étrangers, et peuvent vous aider à très petit prix à concevoir des étiquettes et des designs qui sont vraiment attractifs et que vous pouvez envoyer à vos fournisseurs pour qu'ils impriment vos cartons. Et ensuite, la troisième chose à faire, c'est de respecter les normes d'étiquetage. Ça, normalement, si vous travaillez avec des fournisseurs et que vous leur envoyez votre packaging, ils savent exactement ce que vous devez mettre en fait sur votre étiquette. Donc, n'hésitez pas à le voir directement avec eux. Ils peuvent également vous fournir votre emballage directement si vous faites ce qu'on appelle du full service. Le full service, ça veut dire qu'ils font la production et l'emballage parce qu'ils ont généralement des prix qui sont plus attractifs chez les fournisseurs d'emballage. Donc, n'hésitez pas également à voir avec eux. Mais le problème, c'est que généralement, ils ont des choses qui sont très standards. Donc, si vous voulez un petit peu sortir du lot, il va falloir que vous alliez chercher votre packaging vous-même. Donc, voilà pour l'étape concernant l'emballage. Donc, vous reproduisez exactement les mêmes fonctionnalités qu'on a vues un petit peu dans la partie laboratoire et fournisseur. Vous faites un bon design et vous respectez les normes d'étiquetage. On va passer aux autorisations commerciales, d'accord, pour commercialiser justement vos produits et votre marque. Donc, la première chose sont des autorisations qui sont nécessaires et obligatoires. Si vous vous faites contrôler et que vous n'avez pas ces autorisations-là, je vous promets que les amendes qui viennent derrière vont être très salées. Surtout si vous êtes en France ou en Europe, ils sont très, 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 très durs sur ce genre de choses-là. Donc, ceux qui font leurs produits dans la cuisine sans autorisation et qui les vendent sur Internet, si vous vous faites choper, franchement, ça va être très drôle. En tout cas, il y a 3 étapes que vous devez respecter pour avoir des autorisations pour commercialiser votre marque. Donc, comprendre la réglementation en vigueur, la réglementation de votre pays, de votre continent ou de votre zone géographique. Ensuite, élaborer des dossiers et des réalisations de tests. Donc ça, on va le voir après comment vous devez le faire, mais généralement, vous pouvez être aidé par les laboratoires avec lesquels vous bossez. Ensuite, soumettre votre demande d'autorisation pour qu'elle soit validée et pour que vous ayez l'autorisation pour vendre vos produits. Donc la première étape, c'est comprendre la réglementation en vigueur. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert, vous devez juste comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Ne passez pas 50 heures à comprendre la réglementation. Vous avez des fournisseurs qui sont là également pour vous expliquer, mais vous devez être à même de comprendre ce qu'ils vous expliquent. Donc vous devez connaître au moins la base. Donc familiarisez-vous avec la réglementation locale, régionale, internationale, qui régissent la fabrication et la commercialisation de vos produits cosmétiques et vos produits de beauté. Donc ça, c'est un préalable. Ensuite, identifiez les autorisations qui sont requises pour favoriser le lancement de votre produit. Mais comme je vous ai dit, ces étapes-là, si vous êtes seul et que vous faites par exemple des produits dans votre cuisine, ça, vous êtes obligé de le faire vous-même ou de vous faire accompagner par un toxicologue, etc.
Par contre, si vous passez par un laboratoire, ils vont le faire pour vous. Ils ont les outils pour, ils ont les partenaires qui sont capables de le faire à moindre coût. Donc, n'hésitez pas à passer par eux. De toute façon, lorsqu'ils vous feront un devis, ils vont vous le proposer. Seconde étape, élaboration des dossiers et réalisation des tests. Si vous le faites vous-même, là, c'est vous qui allez devoir le faire, aller déposer vous-même ou passer par un toxicologue qui va le faire. Si vous passez par un labo, ils vont le faire directement. Ils vont déposer votre dossier de sécurité produit parce qu'ils vont faire les tests. Ils vont faire les tests d'efficacité et de sécurité. C'est obligatoire avant qu'ils ne vous donnent votre produit. Ça fait partie du projet. Donc, normalement, c'est compris dans le devis qu'ils vont vous faire. N'hésitez pas et faites attention qu'ils ne vous disent pas qu'il faut payer en plus pour faire ces tests-là. Normalement, ces tests-là sont compris dans le devis qu'ils vont vous faire. Donc, si vous avez déjà validé le devis, vérifiez bien que c'est inclus à l'intérieur. Ensuite, troisième et dernière étape, c'est soumettre sa demande d'autorisation. Là aussi, soit vous le faites vous-même, soit le fournisseur le fait pour vous. Et ensuite, il faudra juste faire des suivis et des mises à jour d'autorisation parce que la législation, elle évolue. Et plus elle évolue, plus vous devez faire des suivis pour savoir si vous êtes toujours en conformité avec la législation. Donc voilà pour les étapes d'autorisation. C'est une étape qui est plutôt rapide où vous pouvez être facilement accompagné par des laboratoires. Donc n'hésitez pas à vous reposer sur eux si vous passez par eux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas également à faire appel à un toxicologue ou à un spécialiste qui va vous aider dans cette étape-là. Maintenant, on a fait le produit. Le produit est sorti, tout est prêt, vous êtes content, vous avez vérifié la qualité, tout est parfait. Maintenant, il va falloir aller trouver et fidéliser vos premiers clients dans un marché qui est malheureusement, ou bien heureusement, surtout concurrentiel. Parce que ce n'est pas une mauvaise chose, un marché qui est concurrentiel, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que vous avez des clients, vous avez un marché qui est déjà attractif, il y a pas mal de solutions qui sont sur le marché et vous pouvez apporter votre touche et avoir votre part du gâteau. Et pour trouver et fidéliser vos premiers clients, il y a 3 étapes, 3 choses que vous pouvez faire. Donc, identifier votre cible et votre audience. Normalement, vous l'avez déjà fait si vous êtes assez malin à cette étape-là. Offrir une proposition de valeur unique. Ça se travaille. Et fidéliser vos clients par un excellent service. Il faut que dès le départ, vous puissiez fidéliser vos clients pour qu'ils reviennent. Parce que ce qui va faire en sorte que votre marque fonctionne, c'est que les gens achètent tout le temps. Si quelqu'un vient, achète une fois et ne revient plus, ce qu'on appelle lifetime value, LTV, elle sera nulle et vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent avec votre marque, avec vos produits et vous n'allez pas durer longtemps sur le marché. Donc, il faut vraiment que votre LTV, lifetime value, puisse être élevé. Et ce qui fait que c'est élevé, ça veut dire c'est combien de temps un fournisseur va rester chez moi avant de sortir. Et plus il achète chez vous, plus votre LTV est élevé et plus vous allez gagner de l'argent. Donc, ensuite, comment identifier et cibler votre audience? Ça, je pense que vous avez déjà fait, si vous avez fait une veille des tendances dans le premier chapitre, vraiment, vous connaissez déjà un peu qui est votre persona, qui est votre cible et à qui vous parlez. D'accord? En tout cas, faites une analyse approfondie du marché, effectuez une analyse pour identifier les segments clientèle les plus pertinents, susceptibles d'être intéressés par vos produits. Donc ça, c'est un préalable, c'est obligatoire et je pense que vous l'avez déjà fait. Ensuite, utilisez les outils de recherche. Vous pouvez utiliser les mêmes outils qu'on a vus au chapitre 1. Ces outils-là vont énormément vous aider aussi pour trouver votre cible et identifier ce qu'ils veulent vraiment. Et mettez en place une stratégie de marketing. Mettez en place une stratégie de marketing. On ne lance pas un produit comme ça à la va-vite sans stratégie. Si vous le faites, ça ne va pas fonctionner. Les clients ne seront pas réceptifs. Il faut vraiment mettre en place une stratégie de marketing en fonction de ce que vos clients veulent. Et ça, grâce à votre étude, vous allez pouvoir savoir exactement ce qu'ils veulent. Si vous n'avez pas les compétences en marketing, faites-vous accompagner par une agence marketing, faites-vous accompagner par des gens qui savent le faire et ça va très bien se passer dans la plupart du temps. Mais le marketing, la production, comme on l'a vu au chapitre 4, et le marketing
Ce sont les deux choses les plus importantes dans l'univers de la beauté. Si les deux-là ne sont pas bien suivis, vous avez très peu de chances que ça fonctionne. Donc, mettez vraiment l'énergie et les finances et tout ce que vous pouvez sur ces deux étapes-là, production et marketing. Offrir une proposition de valeur unique. Alors, comment ça, vous devez le faire? La première chose que vous devez regarder, c'est qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait en sorte que votre produit, votre marque soit unique par rapport à celle de vos concurrents? Qu'est-ce qui fait en sorte que votre consommateur va se dire je veux cette marque-là plutôt que l'autre marque? Et vous devez énormément réfléchir dessus. Faites des benchmarks, interrogez vos proches, interrogez votre cible. Ils vont vous aider à faire ce benchmark-là et à trouver ce qui vous rend vraiment unique par rapport aux autres. Mettez-vous en avant. D'accord? Mettez vraiment vous en avant, mettez votre marque. Quand je dis vous, vous pouvez le faire bien évidemment en tant qu'entrepreneur via du personal branding, mais surtout mettez en avant votre marque partout. Il faut qu'on vous voit, il faut qu'on vous entende. Sur les réseaux sociaux, le nerf de la guerre dans la beauté, c'est le marketing, comme je vous ai dit, c'est la visibilité. Donc mettez-vous en avant, faites des ads, faites du référencement sur Google, ayez recours à des influenceurs. Donc, testez vraiment tous les leviers et si vous trouvez un levier qui fonctionne, vraiment capitalisez sur ce levier-là. Et la troisième chose, créez des offres attractives. Donc, offrez des incitations spéciales, des offres promotionnelles pour inciter les clients potentiels à essayer vos produits. Dites-vous que le plus dur, si vous avez vraiment fait un produit de qualité en suivant le processus qu'on a vu auparavant, le processus de production, le plus dur, ça va être de faire en sorte que des personnes essayent votre produit. Parce que si votre produit est bon, répond vraiment à votre proposition de valeur, les gens, ils vont rester. Donc, le plus dur, c'est vraiment de les choper dans le tunnel. Mais si votre produit et votre service est unique et la proposition de valeur est vraiment respectée, ils vont rester pour la plupart du temps. Ensuite, dernière chose que vous devez faire pour acquérir vos premiers clients, c'est les fidéliser. D'accord? Les fidéliser parce qu'un client fidèle est un client qui parle. Un client qui parle, s'il y a un produit qui fonctionne chez moi et que je vois que quelqu'un de mon entourage a le même problème, je vais lui dire, oh, mais moi, j'utilise ce produit-là et ça fonctionne très bien, teste-le. Donc, mettez en place des processus de fidélisation avec un service client exceptionnel. Vraiment, mettez la patate sur le service client. Il doit être exceptionnel. Ensuite, pensez à la satisfaction de vos clients. Offrez des programmes de fidélité, des réductions, des avantages. Demandez-leur régulièrement leur feedback. D'accord? Demandez-leur régulièrement leur feedback. Ça, c'est le troisième. Soyez proactifs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce produit? Comment pouvons-nous améliorer notre expérience? Tout le temps, récolter du feedback chez vos clients. C'est ce qui va vous permettre de vous améliorer et de continuer à vous garder. Parce qu'un client, lorsqu'il voit que la marque chez qui il achète continue à s'améliorer et l'écoute, vous fidélisez encore plus vos clients. Alors maintenant, on passe à la dernière étape du projet, d'accord, pour lancer votre marque de A à Z. On dit qu'il y a 7 étapes, on en a déjà vu 6. Là, la 7e, ça va vraiment être d'établir des partenariats avec des distributeurs pour vos produits. Parce que vos produits, oui, tout dépend de votre stratégie, vous pouvez la distribuer uniquement sur votre site internet ou dans votre boutique, mais vous pouvez également mettre en place des partenariats pour être distribués dans d'autres magasins, dans d'autres boutiques, dans d'autres sites internet qui font de la cosmétique et de la beauté. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas exclure cette voie-là parce que ça peut vous apporter beaucoup plus de chiffre d'affaires, ça peut vous apporter beaucoup plus de visibilité et ça peut vous permettre de durer dans le temps. Et donc, il y a 3 étapes justement pour établir des partenariats. La première, c'est la recherche et l'identification des partenaires potentiels. Ensuite, l'approche et la négociation, parce que toujours lorsque vous faites des partenariats, on va en parler, il y a une dimension financière que vous devez prendre en compte. Mais je vais vous en parler juste après. Et ensuite, la mise en œuvre de la gestion du partenariat. Mise en œuvre et gestion du partenariat lorsque le partenariat est déjà signé et validé avec les différents partenaires que vous allez sélectionner. Donc, première étape, comment vous devez rechercher et identifier des partenaires potentiels. Donc, vous devez regarder dans votre secteur ce qui se fait.
Regardez quels sont les distributeurs. Par exemple, dans la beauté, vous avez Sephora, Nocibé, Marionneau. Ça, c'est les gros, hein. Lorsque vous êtes une petite marque, vous n'allez forcément pas commencer chez ces marques-là. Mais vous avez également aujourd'hui de plus en plus la parapharmacie. Donc, il y a des marques de niche qui ne sont pas chez Sephora, qui ne sont pas chez Marionneau, mais qui sont en parapharmacie. D'accord? Donc, n'hésitez pas également à regarder cette voie-là si elle peut être vraiment intéressante pour vous. Donc, effectuez une recherche approfondie pour identifier les distributeurs, les revendeurs potentiels qui sont bien positionnés pour commercialiser et vendre vos produits. Donc, vous allez évaluer et sélectionner le bon partenaire. Pour évaluer, vous allez voir la dimension financière, la dimension contractuelle et également comment faire. Bon, comment ils vont en fait, vous devez regarder comment ils vont distribuer vos produits. Où est-ce que vos produits vont être mis dans la boutique ou être mis en avant sur le site. Vous devez regarder le pourcentage qu'ils vous demandent. Quel est le pourcentage qu'ils vous demandent? Généralement, c'est 30-40%. Les plus agressifs vont aller à 50%. D'accord? Ça veut dire que si votre produit, vous le vendez généralement en B2C à 10 euros, vous devez le vendre en B2B à 6 euros. D'accord? Déjà de prime abord. Parce que eux, ils doivent également faire leur marge dessus. Donc, généralement, c'est 30-40% dans la plupart du temps. Et pour les plus agressifs, ça va un peu plus loin. Mais prenez 30-40% pour aller en tout cas en magasin. Ensuite, utilisez les outils et le réseau. Faites des salons, utilisez le réseau de personnes qui sont déjà dans le domaine. Si vous avez suivi ce qu'on a dit dans la première étape, vous êtes déjà dans des réseaux et demandez-leur comment ils font pour être référencés dans tel ou tel, chez tel ou tel distributeur. Donc, et n'hésitez pas également à regarder les boutiques de niche. Si vous êtes en région parisienne, il y a plein de boutiques de niche type BHV. Vous avez des boutiques dans le Marais aussi, des boutiques de niche comme ça qui sont sur de la parfumerie de niche ou de la cosmétique de niche. N'hésitez pas également à aller démarcher ces entreprises-là qui pourront vous aider à vous positionner dans leur boutique, tout simplement. Ensuite, la seconde étape, lorsque vous avez trouvé le bon partenaire potentiel, il va falloir négocier. Donc, élaborer une bonne proposition. La première chose que je conseille dans une négociation, quand vous voulez mettre en place des partenariats, venez dans un premier temps avec vos contrats, avec vos propres contrats. Ensuite, ce contrat-là peut être modifié avec vos partenaires, mais venez d'abord avec votre contrat. Ça montre un petit peu que vous êtes en position de force, entre guillemets, que vous savez exactement ce que vous voulez. Parce que si vous venez en disant que proposez-moi quelque chose, ils vont vous proposer des choses qui vont vous surprendre. D'accord? Ne leur laissez pas le choix dès le départ. Venez, vous, avec votre proposition et ensuite discutez-en. Élaborez ensuite les propositions qui vont fitter aux deux parties. Mais ne les laissez pas proposer dans un premier temps. Proposez toujours en premier. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, préparez votre négociation. On ne va pas en négociation la fleur au fusil. Il faut vous préparer. Préparer, si vous savez que votre maximum, c'est 40%, commencez à 20%. D'accord? Dites que nous, on propose 20%. Ils vont vous dire non, on veut 25, vous allez à 30, vous allez à 35, et ensuite, vous dites 40, c'est le dernier carat, sachant que dès le départ, vous vous êtes dit que c'est 40 sur lequel vous allez aller au maximum. Donc, préparer une négociation, ça se prépare, et une bonne négociation se prépare très bien. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Et ensuite, soyez flexible, pardon. Ne soyez pas rigide. Vous êtes une jeune marque. Au départ, ça ne va pas forcément vous rapporter des milliers et des cents. Le but, c'est de vous faire connaître dans le milieu et avoir de la visibilité. Donc, parfois, il y a des choses sur lesquelles il va falloir lâcher du lest pour rentrer chez les distributeurs, pour rentrer sur des plateformes, pour être distribué. Donc, soyez quand même flexible, soyez à l'écoute. Euh, S'il y a des choses qui vous embêtent un petit peu, mais qui au final vous apportent la visibilité, le chiffre d'affaires nécessaire et ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à lâcher un peu de laisse, ça ne fait pas de mal. Derrière, vous pouvez renégocier si votre produit fonctionne bien. Sachez que derrière, vous pouvez renégocier les termes avec les différents distributeurs. Et ensuite, dernière chose, mise en œuvre et gestion du partenariat. Donc, mettez en place des contrats écrits, s'il vous plaît, écrits.
Ne faites confiance que lorsque votre contrat est écrit et il est signé. À partir de ce moment-là, vous saurez que le contrat est bien écrit, il est bien signé. Servez-vous d'avocat. Prenez des avocats pour relire les contrats, pour rédiger les contrats, des juristes pour rédiger les contrats. Ne faites pas un contrat, ne prenez pas un contrat sur Internet comme ça pour faire du copier-coller. Parfois, il ne répond pas exactement aux besoins et aux partenariats que vous allez mettre en place. Prenez vraiment des avocats et des juristes qui vont écrire vos contrats et relire les contrats qui seront proposés par les différents partenaires. Maintenez la communication. Ce n'est pas parce que vous avez fait un partenariat et que c'est signé que vous partez, vous ne faites rien. Maintenez vraiment la communication, c'est de la vente. D'accord? Plus vous maintenez la communication, plus vous êtes proche de vos distributeurs, plus il y a un relationnel qui va se faire et plus ils seront enclins à vous mettre en avant dans leur boutique, dans leur distribution et mettre en avant vos produits, faire en sorte que vous ayez un peu plus de chiffre d'affaires. Ensuite, donner des informations pertinentes. En fonction de votre positionnement, vous devez donner toutes les informations qui fassent en sorte que votre produit reflète l'image que vous souhaitez et soit vendu au bon client. Donc, par exemple, si c'est dans un magasin physique, dites que moi, je ne veux pas être en bas, je veux être au milieu, je veux être en haut, je veux tel type de lumière, je veux tel type d'écriture. Ce sont des choses que vous pouvez négocier et que vous devez donner. Ce sont des informations que vous devez donner aux distributeurs. Comment vendre votre produit? Vous devez donner toutes les informations nécessaires à la bonne vente de votre produit et faire en sorte que votre produit attire le maximum de personnes, surtout votre cible, dans leur magasin, sur leur site internet. Donc ça, ce sont les 3 dernières choses à mettre en place pour trouver des distributeurs pour vos produits. On arrive à la fin de cette masterclass. On va repasser en écran. On arrive à la fin de cette vidéo et de cette masterclass. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette masterclass t'a plu et surtout qu'elle t'aidera à atteindre tes objectifs et lancer ta marque dans l'univers de la beauté. Avant de te laisser, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Sache que tu peux télécharger cette masterclass en format PDF en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu cliques, tu t'inscris et tu recevras la masterclass en format PDF dans moins de 3 minutes. Si tu as des questions sur l'un des chapitres de cette masterclass, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Porte-toi bien, prends soin de toi, de tes proches. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.